Bonjour. À l'occasion des élections provinciales du 3 octobre prochain, et afin d'aider les citoyens et citoyennes à faire des choix éclairés lors du scrutin, Équiterre et son initiative Véro Vert accompagnent des groupes citoyens de partout au Québec dans l'organisation d'entrevues et de débats non partisans sur les enjeux environnementaux avec les candidats et candidates. Aujourd'hui, je suis Julie Tremblay-Cloutier pour la circonscription de Mirabel. Je reçois ici, dans un organisme communautaire d'Oka, M. Rémi Lavoie du Parti Démocratie Directe pour répondre aux questions qui ont été retenues par nos concitoyens. Bonjour, M. Lavoie. Bonjour, Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. avec plaisir. Donc, j'y vais avec ma première question. Avec le développement urbain, la densification, l'arrivée d'une station de REM dans notre MRC, comment comptez-vous assurer la protection des milieux naturels? Je crois que pour commencer, il faut que vous compreniez c'est quoi la démocratie directe. On n'est pas en compétition avec les autres partis politiques. Parce que les autres partis politiques sont tous excellents, c'est tous du bon monde, c'est tous des gens qui veulent faire des choses positives. C'est une structure politique excellente, elle a fait ses preuves. Elle est là pour les riches, pour les enrichir, et elle le fait très très bien. Nous, on veut jeter cette structure politique-là à terre, en créer une nouvelle qui va favoriser les pauvres, la classe moyenne. Les riches, ils sont déjà riches, ils n'ont pas besoin d'avoir plus. Qui se calment le pompon. Donc, c'est une nouvelle structure inspirée sur ce que les Grecs faisaient dans l'Antiquité. Ils ont fait ça pendant 200 ans. Vous les connaissez? On parle encore d'eux aujourd'hui. Aristote, Platon, Socrate. On peut en nommer beaucoup, vous les connaissez tous. Et ces gens-là ont fait ça pendant 200 ans et ça fonctionnait très bien. Donc, moi, si je prends le document que j'ai ici, qui m'a été fourni pour l'entrevue, que j'ai lu 2 fois, si je vais à la fin, je vois ici 200 000 sympathisants dans 57 pays. Je vois ici 90 000 membres, 1500 membres. Si je continue comme ça, j'aime ça ces chiffres-là. Ça, c'est les membres d'organismes Oui, je de n'en protection de l'environnement, là, Oui, généralement. c'est OK. tous des membres d'organismes. Ici, il y en a Ok. 300 000, dont 100 000 au Québec. Ok. Je ne les nommerai pas parce que l'idée, c'est pas ça. 25 000 membres ici et 150 000 personnes abonnées. Chez Équiterre. Bon, il y en a plein, il y a 19 organismes qui travaillent tous très fort pour l'environnement. C'est des gens compétents, qualifiés. Moi, je ne le suis pas. Moi, j'ai une opinion parmi le Québec. Démocratie directe, c'est j'ai une opinion, mais je veux que ces milliers de gens-là puissent avoir du poids avec leur opinion. Donc, c'est ça, démocratie directe. C'est qu'on veut que les gens compétents aient du poids et puissent s'affirmer et qu'ils n'essaient pas de trouver un sauveur qui va parler pour eux. J'en suis pas un. Je crois que ça n'existe pas. Donc, on veut créer un nouveau système politique qui fait que ces gens-là vont avoir le poids qu'ils méritent. Donc, un citoyen, une voix. Mais c'est sûr que quand on va développer un dossier, c'est ces gens-là qui vont le développer. On ne va pas demander à une gang d'incompétents comme moi de développer un dossier à Québec. Ces gens-là ont déjà travaillé pendant des années. C'est eux qui vont pouvoir avoir accès au pouvoir de changer des choses. Donc, par rapport à votre question, c'est sûr que moi j'ai des opinions personnelles, mais ça reste une opinion personnelle. C'est une voix sur l'ensemble. Moi, ce que je veux, c'est que ces gens-là, qui sont compétents, me donnent des idées. Et il y a le plus loin que ça, qui mettent en place des plans d'action concrets qui vont faire changer les choses. J'ai pris plein de données ici. Étienne Chouard, en France. C'est notre cause commune. C'est inspiré des Grecs. Il y a plein de livres, je les ai tous lus. Il y a plein d'autres auteurs, j'en ai lu plusieurs. C'est pour ça que j'ai embarqué rapidement, moi, dans le bateau. Il y a 3 semaines que je ne savais même pas que la démocratie directe existait. Quand je l'ai appris, j'ai dit, ça fait des années que je me dis qu'on devrait faire ça. Et je l'ai sauté dedans parce que je connaissais le sujet. OK. Puis, j'ai pris toutes sortes d'informations aussi par rapport à l'environnement que je pourrais vous partager peut-être.
Maintenant, s'il fallait vraiment répondre à la question. Ben, écoutez, ce que je vous propose, parce que je comprends que le format de votre organisation est différent là, des grandes organisations Oui. qu'on connaît, des grands partis, mais je pense que vos opinions sont quand même intéressantes. Parce que là, OK. vous êtes le président d'un parti, Le candidat. le candidat, et ben, vous présidez votre propre parti aussi, Oh, le ben, Parti démocratie Oui, mais là, directe. il y a quelqu'un d'autre OK. plus. Il y a une organisation. OK. Moi, je suis juste parachuté dans OK, dans dans l'organisation. l'aventure en cours de route. Mais comme candidat, vous espérez probablement le vote de vos concitoyens. Oui, Donc, parce que je c'est. vous amènerai Continuez. à nous parler un petit peu, oui, de OK. vos opinions. Donc, OK. peut-être de ce que vous pensez, vous, en ce moment, du développement immobilier qui se passe dans notre circonscription. OK. Ça, c'est intéressant comme question parce que. Bon, de toute façon, OK, je recommence. Moi, j'ai 10 ans à l'université. Est-ce que ça fait de moi un compétent? Peut-être que oui, peut-être que non. Ça dépend comment on voit ça. J'ai un bac en physique, j'ai un bac en génie mécanique. Ça, c'est quoi? C'est fabriquer des choses de A à Z. J'ai une maîtrise en génie électrique, puis elle est reliée à mon bac en physique. J'ai été 3 ans à l'hôpital Notre-Dame. J'avais été 1 an au ministère des Transports relié au bac en génie mécanique. En tout cas, bref, j'ai fait plein de trucs intéressants, bizarres, on peut les nommer comme on veut. Moi, ça m'intéressait. Mais ça m'a appris quoi? Ça m'a appris que je savais rien. Grosso modo, je ne sais rien. J'ai vu des trucs, mais je ne sais rien. Donc, je me réfère à des gens qui savent. Et quand j'étais à l'hôpital Notre-Dame, je côtoyais les meilleurs de la planète. Tu te sens vraiment tout petit quand tu côtoies les meilleurs de la planète. Donc, j'ai compris assez vite que j'étais tout petit. Mais, dans tout ce que j'ai appris, c'est que si on prend l'univers en entier de ce qu'on connaît, l'étoile la plus proche est comme à 200 000 ans avec les meilleurs vaisseaux spatiaux qu'on a aujourd'hui. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la Terre, c'est le seul endroit qu'on a pour vivre et survivre. Il faut en prendre soin, il faut arrêter de niaiser. Je lisais là-dedans qu'ils espèrent avoir 1% Équiterre et les autres organismes du budget du gouvernement du Québec pour évoluer, pour progresser. Moi, je suis là comme 1%. Excusez Équiterre et les autres. Vous n'êtes pas dans le coup. Il faut que la majorité du... C'est une urgence. On est dans le mode urgence. Il faut que la majorité des sous au Québec y aille dans l'environnement. Une fois que ça se sera seté, après ça, on mettra de l'argent ailleurs. Donc, 1%, c'est pas assez. Aller vers 30, 40%, il faut que ce soit une priorité. Parce que la planète, il y en a une, c'est la seule, il faut en prendre soin. Et là, actuellement, on fait du n'importe quoi, on tourne en rond, on met des petits plasteurs ici à droite et à gauche. Ça ne fait pas de sens. Donc, il faut prendre les choses sérieusement parce que si on ne le fait pas, à un moment donné, il va être trop tard, là. Et il n'y a pas d'autres planètes, là. Les gens pensent Lune, Mars, oubliez ça, là. Ça ne marche pas, c'est impossible. C'est ici que ça se passe, puis c'est ici qu'il faut qu'on travaille. Donc, j'ai pris quelques chiffres. OK. OK, si on revient juste pour l'habitation, on parle d'une pénurie autour de Montréal d'habitation. Une pénurie de quoi? Pas d'habitation, il n'y a pas de pénurie d'habitation, il y a une pénurie de bon sens. La mère de ma fille, une Gaspésienne, ils sont 20 enfants. Ils habitaient dans une petite maison 30-30 en Gaspésie, 2 étages, 22 avec les parents. Ils ne se plaignaient pas qu'il manquait d'espace. Il y avait un dortoir filles, un dortoir gars. Oui, c'est exceptionnel, c'est Gaspésie, je sais. C'est pas Montréal. Mais ils sont encore en vie, là. C'est la mère de ma fille, là, c'est pas des inconnus. Et dans le bas du fleuve, mes parents, ils étaient 14. C'était toutes des filles de 14, nous autres, on était 5. On avait des petites maisons, on habitait là-dedans, on s'en sortait bien. Aujourd'hui, ils ont une maison de 400 000 pieds carrés, ils sont 2. Ils sont 2. La maison voisine, ils sont 2 ou 1. 65% des gens de la ville de Montréal habitent seuls. C'est pas une pénurie de logement, c'est une pénurie de bon sens. Mais ça, c'est mon opinion en 2 piastres, excusez. Donc, la proposition du transport en commun est fort intéressante pour sûr, mais est-ce qu'à ça, on doit lier nécessairement un besoin de densification pour rapprocher les gens du transport en commun puis leur faire cette offre-là? Bon, comme je disais, je peux vous donner mon opinion, mais c'est une opinion. C'est une parmi des millions de personnes. Moi, je crois pas. Je crois que le problème, c'est plus le lobbying du pétrole et tout ça. Parce que c'est pas nécessaire de densifier pour mettre en place le transport commun. On le met en place, point à la ligne. Puis l'objectif, moi, c'est toujours de prendre soin de la planète. Bon, s'il y a des milliers de personnes par jour qui ont besoin d'aller à Laval ou à Montréal, il faut organiser ça de façon le plus respectueuse possible pour la planète. Et c'est facile de le faire. On prend une entente avec l'Auto-Québec. Bon, il y a des stratégies. Il faut aller voir ailleurs. Si on n'a pas d'idée, on va aller voir ailleurs. Il y en a qui en ont eu.
On est capable de faire ça ici, des fois ça peut être ici ailleurs, mais s'il nous manque d'idées, rien ne nous empêche de regarder ce qui se fait ailleurs, parce qu'il y en a partout des transports en commun sur la planète, et il y en a qui marchent très bien. C'est sûr qu'ici, les lobbying du pétrole vont dire « Oh, on va vendre moins de pétrole », la construction va dire « Ouais, mais si tu payes moins de taxes, on va avoir moins d'argent pour les routes ». C'est tout enchaîné, c'est tout relié, je le sais. Mais maintenant, il faut tout mettre ça de côté, puis dire « Là, j'ai une planète et j'en prends soin ». C'est ça l'objectif. Donc, comment je peux être efficace pour amener des gens à Laval et à Montréal en prenant le maximum possible soin de la planète. Il faut toujours garder l'objectif principal, prendre soin de la planète. Donc, c'était ça. Merci beaucoup. On parlait, par exemple, de Sainte-Marthe-sur-le-Lac où il reste moins que 5% d'espace vert. Pour vous, est-ce que c'est suffisant? Puis qu'est-ce qu'on en fait de ce 5%-là? Bien, premièrement, c'est abominable. C'est abominable. C'est comme je disais tantôt, mettre un ou deux individus par maison, c'est quoi ça? C'est comme, je peux comprendre, je suis seul dans ma maison, mais c'est quoi ça? Ça fait pas de sens. Et transformer du gazon en centre d'achat, c'est absurde, ça fait pas de sens. On parle du virage vert, ça fait pas de sens. Ça fait pas de sens, votre virage vert. C'est mon opinion. Là, je parle pas pour tout le monde, je parle que pour moi. Mais ça fait pas de sens. J'ai pris des petits chiffres pour m'amuser. Je me suis inspiré d'Aurore Stéphane, qui est une ingénieure géologique en France, une jeune femme. Selon moi, c'est un génie, cette femme-là. Et elle partage ses opinions sur Facebook, sur YouTube. Et en fait, surtout sur YouTube. Puis, elle nous donne des chiffres intéressants. Tu sais, elle va nous dire des choses comme... j'ai pris plein de notes. Elle va nous dire des choses comme... je donne un exemple. Actuellement, les gens, tout ce qu'ils parlent, c'est croissance, 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 croissance. Donc, croissance ci, croissance ça, là, le thème, c'est croissance verte. Mais croissance, ça revient à prendre à la planète. Puis, à un moment donné, on ne peut pas prendre à l'infini. La planète n'est pas infinie. Mais on en a fait tout le tour. Puis, les chiffres intéressants qu'elle donne, je vais en partager juste une coupe que j'ai, parce qu'il y a plein de choses, mais je ne dirai pas tout, je vais juste dire une coupe de chiffres. C'est que... actuellement, il faut arrêter de baser toute notre économie sur les minéraux, les matériaux. Tu sais, on parle d'une croissance verte en faisant allusion aux autos électriques, aux éoliennes, aux panneaux solaires, à tout ça. J'ai fait une formation en physique, j'ai étudié ces choses-là, c'est sûr que puis en génie mécanique, c'est sûr que je trouve ça passionnant. Mais au-delà de ça, sur la planète actuellement, selon elle, on peut vérifier ces chiffres-là, mais selon elle, il y a environ 62 000 sites miniers qui ont déjà impacté 50 millions de kilomètres carrés de terre qui ne sont plus utilisables. Et c'est des milliers et des milliers, sinon des millions et des millions de kilogrammes d'eau contaminée qui ne seront jamais réutilisables. Ben, ça coûterait trop cher les décontaminer. Et je donne un exemple, un téléphone cellulaire, c'est 52 éléments du tableau périodique. Pour faire un seul cellulaire. La transition énergétique des véhicules électriques, c'est 75 éléments du tableau périodique sur 85 utilisables. Il y en a plus que ça, là. Dans le tableau, il y en a 118. Mais les gaz rares et tout ça, on n'utilise pas ça. Mais ce qui est utilisable pour faire des choses, on en prend 75 là-dedans pour faire des tablettes, des ordinateurs, des éoliennes et tout ça. Donc, ce que ça veut dire, actuellement, la pression de la croissance verte sur l'ensemble de la planète, c'est qu'il faudrait utiliser dans la commande, c'est d'utiliser dans les 35 prochaines années autant de métaux qu'on a utilisé de l'Antiquité à aujourd'hui. Ça, c'est pour les 35 prochaines années. On est-tu des imbéciles? Il y a quelque chose qui... Ça, c'est les chiffres qu'elle donne. Alors, Stéphane, on peut les vérifier. Je les ai pris pour du cash parce qu'elle a fait partie d'un organisme depuis 20 ans qui s'appelle Systex, on va dire Système extérieur, Systex. Et c'est son métier d'analyser. C'est comme elle dit, un auto électrique, si tu le regardes instantanément entre Montréal-Québec, tu te dis « Ah, ça ne m'a pas coûté cher, ça ne m'a rien coûté. J'ai branché ça après la maison, puis je suis parti, puis je suis revenu, ça n'a rien coûté. » Oui, mais ton auto électrique, il ne tombe pas d'un arbre. Là. Entre la mine et après ce que tu vas faire avec les résidus, un auto électrique pollue 2 fois plus au niveau du CO2, 2 fois plus au niveau des oxydes d'azote, 2 fois plus au niveau des dioxydes de soufre qu'un véhicule à essence classique. Donc, on fait quoi là? On fait des bêtises,
puis on le dit pas, on le cache, on joue à cachette. C'est ça, malheureusement, que les partis politiques actuellement font, soit parce qu'ils ne savent pas, soit parce qu'ils mentent de toutes les façons. Garder le silence, c'est une forme de mensonge. 0, c'est un chiffre comme un autre. 0, 1 ou 2, tu dis rien, c'est 0, ben, tu as menti pareil, si tu le savais. Si tu ne le savais pas, c'est autre chose. Donc, c'est pour ça qu'on ne veut plus de ce système politique-là, qui fait juste plus la même chose, puis qui va nous... on ne peut pas, pendant 35 ans, produire autant qu'on a produit depuis l'Antiquité. En France, actuellement, ils gèrent encore des déchets d'Antiquité. Puis, ils s'en sortiront pas. C'est pas partout, c'est dans des secteurs précis. Puis, il y a des mines, si on prend un exemple, je vais vous donner un exemple d'une mine que je trouve vraiment intéressante. C'est une mine en Indonésie, la Grasberry, qui mine d'or, a produit 87 millions de tonnes de déchets par an. 87 millions de tonnes de déchets par an. Pour avoir un peu d'or pour mettre dans votre tablette ou votre cellule. Concrètement, qu'est-ce que vous avez à dire aux électeurs sur les sacrifices ou les changements auxquels ils doivent s'attendre? Déjà, notre gouvernement actuel propose une baisse de 4 des GES par année, année après année. C'est quoi les sacrifices que ça va demander aux citoyens, d'après vous? Bien, le gouvernement propose ça, mais il n'y arrivera pas. Il ne fait rien pour y arriver. C'est juste des promesses en l'air. Parce que les autos électriques, c'est ce qui produit le plus de GES qu'un auto classique, quand tu regardes l'ensemble du processus. Donc, selon moi, c'est juste des promesses électorales, des promesses en l'air. Au final, ils vont... Mais bon, ça, c'est mon opinion à 2 piastres. Moi, ce que j'aimerais, c'est justement que Démocratie Directe monte, puis tous les milliers de gens qu'il y a là-dedans, dans le rapport, parmi les 19 organismes, que ces gens-là parlent, que ces gens-là aient du pouvoir, que ce soit ces gens-là qui soient au Parlement. Parce que si tout le monde a le droit de vote, c'est eux qui vont avoir le pouvoir. Donner le pouvoir à un politicien qui est placé entre l'arbre et l'Écosse, entre les compagnies qui font du lobbying, les gens qui votent, qui est toujours sur une corde raide, c'est pas une personne comme ça que je veux qui décide pour moi. Là. Je veux que ce soit les gens compétents. Donc moi, mon rôle, c'est juste d'être la courroie de transmission. Mais bon, votre question, c'est peut-être pas ça. Vous répondez comme vous voulez, mais on va prendre un dernier 2 minutes ensemble, puis que je vais vous laisser un petit peu à votre guise, en jaser de votre manière. Mais moi, la question qui me taraude comme électrice, c'est que je trouve que vous avez des idées fort belles et nobles. Comment on fait ça? Qu'est-ce que ça veut dire dans le concret pour vous, pour réaliser vos ambitions? Qu'est-ce qui doit changer? Qu'est-ce que vous allez faire? Bien, premièrement, si j'y vais rapidement comme ça, il y a des choses que j'ai vues passer que je trouve abominables. Si on prend le dossier autochtone, je pense qu'il faut reconnaître qu'il y a eu quelque chose de systémique à leur niveau. Il y a vraiment eu un racisme systémique, ça c'est mon opinion. Encore là, ce n'est qu'une opinion. Il faut leur donner le plus de pouvoir possible parce que dans toute l'histoire de la Terre, dans à peu près tous les continents ou les pays que je connais, les Autochtones ont toujours été les gardiens de l'humanité. Faut les remettre, faut leur donner le micro. Moi, je suis la moitié autochtone, je suis métisse. Et si on prend pareil les métis de la Gaspésie, c'est dur de comprendre qu'il y a juste des métis au Manitoba. Pourtant, Jacques Cartier est arrivé par la Gaspésie. Comment ils ont fait pour passer partout, se rendre au Manitoba, puis là avoir des métis, puis pas en avoir là-bas? Je pense aussi qu'il faut donner des pouvoirs aux gens qui ont fondé ce Québec-là en collaboration avec les Autochtones. Ça s'appelle les métis, il faut les reconnaître. Parce que ces gens-là aussi ont à cœur la protection de la planète. Et il faut arrêter de vouloir faire des centres d'achat partout à la place du gazon. Faut qu'il y ait, vous parliez tantôt de quelques pourcents de marde, c'est abominable. C'est abominable. Moi, je pense qu'il faut qu'il y ait du gazon, pas du gazon, mais il faut qu'il pousse des tomates et des concombres partout. Il faut qu'il y ait le maximum. Faut renverser la vapeur. Il faut arrêter de se développer en blessant la terre. Il faut maximiser les environnements verts. Les rendre intéressants pour tout le monde, les rendre disponibles. Et c'est une urgence. Les eaux, il faut arrêter de polluer les eaux. Actuellement, c'est abominable, c'est n'importe quoi. Il faut arrêter tout ça, il faut faire marche arrière. Bon, est-ce que les gens vont se... C'est une question d'habitude. Là. Moi, je viens du bas du fleuve où on n'avait rien. Là. On était tellement heureux. Pas parce qu'on n'avait rien, parce que les choses avaient du sens. On prenait soin de nos rivières, on prenait soin de nos lacs, on prenait soin de notre forêt, c'était normal. Mon père avait une petite terre à bois tout petite, il bûchait son bois, il
Il engageait quelqu'un pour bouger son bois pour chauffer le garage à la maison. Puis un garage, ça prend du bois, là. C'était 40 par 20, par 20 ou 30, 9 pieds de haut, puis il emplissait ça au complet. Tu n'avais plus de place à rentrer une bûche à la fin. C'était des bûches de 24 pouces. Il chauffait son garage à l'année avec ça. C'était un commerce 2 panneaux, des panneaux pour les camions puis les autos. Mais en même temps, il engageait quelqu'un qui disait « Garde la moitié du bois, puis donne-moi l'autre moitié. » C'était la façon de le payer. Puis il y avait toujours du bois dans cette forêt-là, parce qu'il coupait les arbres malades. Il la mettait propre, la forêt. Il coupait les arbres malades, il donnait la chance aux beaux arbres d'avoir de l'air, de la lumière, pour pousser mieux. Il a nettoyé la forêt, puis à chaque année, ça lui donnait assez de bois pour chauffer son garage, sa maison. Il a fait ça toute sa vie. Il n'a jamais fait de coupe à la blanc là. Puis c'était gros, quoi, quelques kilomètres carrés, puis c'était suffisant. Moi, je suis allé là, j'ai coupé 120 bio, je me suis fait un chalet. Je suis allé au Moulin-C, j'ai coupé le bois en planche, j'ai fait sécher, je me suis fait un chalet. La forêt, ne s'en est même pas aperçu. J'ai pris les arbres qui étaient fatigués, qui avaient mal, qui étaient tout croches, qui cachaient l'autre, qui tombaient à moitié. J'ai juste nettoyé. Ça fait qu'il y a des façons, il y a des gens compétents qui savent comment gérer les forêts. C'est ces gens-là qui doivent prendre le micro et avoir du poids. Puis ils sont dans ce rapport. Monsieur Rémi Lavoie de Démocratie Directe, je vous remercie beaucoup pour votre temps aujourd'hui et pour votre partage. Merci. Merci à ma collègue Kalila aussi. Merci. Bonne journée à vous.